Qui sont mes grands-parents? Qu'ont-elles vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Comment ont-elles transmis? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Depuis un certain temps, je remarque une thématique récurrente, celle de la violence masculine. Au détour d'une phrase, pendant la préparation d'un épisode, ou même l'enregistrement, on me dit que tel ou tel grand-père était violent. Mais on décide de ne pas en parler dans l'épisode, parce que ce n'est pas le sujet, parce qu'on n'en sait pas assez, parce que ce n'est pas ce que l'on souhaite retenir de sa famille. Pourtant, elle existe, cette violence, dans beaucoup de familles. Alors, j'ai voulu faire un épisode centré sur la violence masculine. J'ai cherché quelqu'un qui serait capable et volontaire pour parler de sa famille sous cet angle-là. Et je voulais que ce soit un homme. Parce que je voulais aussi parler de la transmission et de l'identité masculine que l'on peut construire lorsqu'on sait qu'on descend d'hommes qui ont pu être violents. J'ai cherché autour de moi. J'ai posté des appels. Mes amis ont cherché. On s'est tous remués. Et sans succès. C'était le néant. J'avais personne pour faire cet épisode. J'étais sur le point d'abandonner l'épisode. Et puis, un jour, j'ai posté un énième appel à témoignage. J'ai écrit « Je cherche un homme pour parler de violence masculine dans sa famille ». Olivier m'a répondu « Mon grand-père a fait 15 ans de prison. Je crois que c'est un bon candidat ». Ce n'était pas du tout l'angle que j'avais prévu ou imaginé. Les hommes violents de nos familles n'ont pas forcément un lien avec le système judiciaire. En général, c'est beaucoup plus banal, beaucoup plus quotidien. Mais Olivier, il était là et il était prêt à parler de son grand-père, de la violence dans sa famille, de son propre questionnement sur ce dont il a hérité et aussi de ce qu'il voulait transmettre à ses enfants, ses fils. Un seul épisode ne suffit pas à traiter de la violence masculine dans nos familles. C'est donc une première approche que nous avons fait ensemble et que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Alors, moi je vais vous parler de mon grand-père qui s'appelle, je donne son prénom, Hubert, qui vient d'une ville qui s'appelle toujours Le Vigan, dans les Cévennes. Alors Hubert, il est né en 1921, c'est un enfant après la Première Guerre mondiale. Le genre de famille dans laquelle venait Hubert, c'est plutôt une famille donc bourgeoise, industrielle, puisque ses parents avaient une usine de fil à soie qui emploie à peu près, 50 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Cévennes, à l'époque, on faisait les collants, les bas et les collants, etc., étaient faits avec la soie et avec le ver de soie. Voilà, ça me revient avec le ver de soie. Et donc mon grand-père a une sœur, et c'est tout en fait, ils sont 2 enfants, voilà, tout est bien, une grande maison, etc. Et c'était une très belle maison cévenole, au Vigan, enfin avec tout ce qu'il y avait de cossu, de grand, de riche. Donc on était vraiment chez les notables du coin, quoi. Alors Hubert a eu une enfance très heureuse, je pense assez secrète. C'est quelqu'un qui aimait bien se retirer dans les Cévennes. Il chassait pas, mais il aimait aller à la pêche, il aimait la nature, et c'était quelqu'un de très très sportif. Sa mère et son père étaient aussi très sportifs. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup de vélo, et il se déplaçait tout le temps en vélo. Je sais pas si vous connaissez les Cévennes, mais ça monte, ça descend, c'est énorme. Bon, forcément, j'ai pas connu son enfance, mais ce que je veux dire, d'après ce que j'ai entendu dire et quand j'en entends parler, ça me fait penser un peu à la gloire de mon père, quoi. C'est des époques comme ça où le dimanche, on allait pique-niquer avec voilà, les paniers en osier, les nappes en carreau, et qu'on mettait, voilà, on allait pique-niquer en charrette, quoi. Quoi qu'ils avaient une voiture à l'époque, ils avaient une voiture. Alors Hubert a eu une éducation à l'école communale, comme on dit. C'est un élève assez brillant. Il passe, donc à l'époque, c'est le certificat d'études, et il va jusqu'au bac. Il fait un bac de comptabilité. Donc il était comptable à la base. Voilà, il avait tout pour rentrer dans le rang, pour reprendre l'usine de ses parents. C'était le but du jeu.
Alors, est-ce qu'il s'entend bien avec ses parents pendant son enfance? Je pense qu'il est en grande rivalité avec son père, puisque mon grand-père, c'était quelqu'un de pas commode du tout, et qui ne concevait pas, comme dans beaucoup peut-être de familles de cette époque, mais qui ne concevait pas que les enfants fassent ce qu'ils avaient envie de faire ou aillent là où ils voulaient aller. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une famille protestante. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le protestantisme, il y a beaucoup cette notion de libre arbitre. C'est-à-dire que je suis seul responsable, le seul responsable face à moi-même, quoi, et face à Dieu. J'ai pas d'interlocuteur privilégié. J'ai un pasteur, mais le pasteur, il vit la même chose que moi, puisque le pasteur a le droit de se marier, a le droit d'avoir des enfants, etc. Donc, je suis seul face au Christ, à Dieu. Donc, je n'ai de compte à devoir qu'à moi-même, et puis si je veux avoir mon salut à la fin. Chez les catholiques, il y a la notion de repentir, d'aller à confesse, d'aller parler, de se faire pardonner ses péchés, etc. Chez les protestants, pas du tout. Donc, l'ancienne génération protestante, dont mon arrière-grand-père, c'était des gens très rigoureux. Par exemple, c'est des gens, on ne buvait jamais d'alcool à la maison, c'était des gens très droits, fallait être en bonne santé, fallait faire aucun écart, etc. Alors, c'est vrai que mon grand-père avait un côté insolent. Ça va tout à fait avec son caractère rebelle, un peu de l'époque, l'enfant, le fils unique, même s'il avait une sœur, mais c'était quand même le fils unique, le fils du patron de l'industrie, etc. Il sentait bien que son père n'était pas un drôle, un marrant, que tout fonctionnait à la baguette. Et puis lui, il avait ce côté à la fois insolent et ce côté brillant qui faisait qu'il avait très très vite envie de s'émanciper. Il n'avait pas du tout envie d'être comptable et de reprendre la société de son père. Il avait envie de se barrer en fait. Il voulait pas rester dans les Cévennes. Même si après, il y est mort, et puis il y est retourné, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon grand-père tombe amoureux d'une ouvrière de l'usine, Yvette. Elle a 17 ans et demi, quelque chose comme ça, et elle tombe enceinte. Et cette ouvrière, ça va devenir ma grand-mère. Donc forcément, il faut cacher ça, parce que ce sont les notables du coin. Donc mon arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père, dans sa grande générosité, j'aime bien dire ça, vire mon grand-père de la maison. C'est-à-dire, il trouve ça insupportable, parce qu'encore une fois, il n'a pas du tout ces plans-là. Il n'avait pas prévu que mon grand-père se marierait, parce que là, il est obligé de se marier. Il y a un enfant qui va naître, qui va être mon père, et en étant obligé de se marier, c'est la honte, parce qu'il va se marier avec une ouvrière. Et lui, il voyait d'autres choses pour son fils, quoi. Voilà. Et mon arrière-grand-père leur donne de l'argent, mais mon arrière-grand-père ne veut plus voir mon grand-père. Voilà, c'est son seul fils, il l'a trahi, il a fait n'importe quoi. Donc il y a une rébellion, mon grand-père ne veut plus voir du tout son père, il va le voir et il manque de se taper dessus aussi, carrément, 21 ans, et mon arrière-grand-père qui avait 40 ans, enfin, un truc comme ça. Et c'est le père de ma grand-mère, donc Yvette, qui va jouer les intermédiaires. Et en jouant les intermédiaires, il va apaiser les choses et faire que mon arrière-grand-père accepte que mon grand-père se marie. Donc là, on est en 1940, voilà. Mes grands-parents se marient et naît mon père en 1941. Alors Yvette, donc ma grand-mère, était une fille d'une famille de 7 enfants, je crois. Il y avait beaucoup d'enfants. Et donc elle vient d'un milieu tout à fait modeste, tout à fait classique pour l'époque. Je pense qu'elle a terminé l'école au certificat d'études primaires. Je pense que c'était quelqu'un... moi, je l'ai toujours vu effacé, en fait, très effacé. Elle n'était pas forcément très, très ambitieuse, mais elle a magnifiquement bien, je pense, tenu mon oncle et puis mon père. C'est-à-dire que c'était une mère aimante, une mère très aimante. C'est une femme qui avait envie d'avoir une famille, d'avoir une vie tranquille, en fait. Et malheureusement, mon grand-père allait lui jouer un certain nombre de tours, quoi. Mon grand-père, très orgueilleux, dit à ma grand-mère, écoute, j'en ai rien à faire du fric de mon père, j'en ai rien à faire de cette usine, on va se débrouiller tout seul, et ils partent sur Marseille. À Marseille, donc du coup, ils sont en 41, il y a mon père qui naît, et alors ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre de... lui, il va commencer à essayer de faire des petits boulots.
Et puis il se rend compte que en fait il se fait exploiter. Forcément, lui, il a jamais travaillé dans un endroit où il se faisait exploiter. Il sait pas ce que c'est que d'avoir un patron au-dessus de sa tête, puisque c'était toujours son père qui était patron, etc. Et donc là, il va aller d'une boîte à une boîte. Donc ma grand-mère est toute seule à Marseille, ne travaille pas. Elle est enfermée presque toute la journée avec son fils, mon père, donc dans un petit appartement. Et lui, il ramène de l'argent, mais pas suffisamment à son goût. Il a des rêves de grandeur, etc. Et puis quand il voit commence à se faire exploiter, et c'est à partir de là que va quand même changer sa mentalité. Il va se dire, c'est pas possible, le patronat, il a pas à m'exploiter comme ça. Là-bas, il commence à faire des rencontres. Et forcément, les rencontres sont pas c'est pas des rencontres très louables. Il va commencer, à certains moments, il va voler les riches, en fait. C'est un voleur. Alors, c'était quelqu'un qui était classe, qui était bien habillé, qui avait c'est ce que je disais, qui avait une éducation et qui était toujours très bien apprêté, même jusqu'à la fin de ses jours. Les larcins, il les faisait la nuit. Enfin, je veux dire, il se pointait pas chez les gens en pleine journée avec un flingue. D'après ce que j'entendais dire et tout ça, c'était pas un mec violent en fait. Je pense qu'il a dû donner du coup de poing, comme beaucoup dans ce milieu-là, ça c'est sûr. Mais c'était pas un bagarreur. Il avait l'insolence du verbe. Comme mon père me disait toujours, tu sais, ton grand-père, dans l'imaginaire collectif, c'était une espèce de Robin des Bois. Mais dans la réalité, c'était quelqu'un qui avait pas une grande morale aussi par moment. Je pense que son idée, c'était vraiment une idée à la Arsène Lupin, mais bon, voilà, ça c'est moi qui affabule, mais son idée, c'était de rendre aux pauvres ce qui leur appartenait. Mais en fait, il donnait rien du tout aux pauvres. Il gardait tout pour lui. Alors, il volait les bourgeois du coin. Il allait la nuit, le soir, les maisons nobles du coin. Donc, ça pouvait être des tapis qu'il allait revendre, mais des super tapis, tout ça. Ça pouvait être des tableaux, ça pouvait être voilà. Et puis parfois il se retrouvait dans des baraques où il y avait des gros chiens, etc. Lui, il n'allait pas, il allait pas par quatre chemins. Il tuait le chien. Quand il allait dans les maisons comme ça, il allait jamais seul. Il était toujours en bande en fait. Il avait rencontré des bandes. Et puis je pense que c'est un milieu qui le fascinait parce que c'est un milieu qui correspondait aussi à cette insolence qu'il avait étant jeune, c'est-à-dire à cette capacité de vouloir transgresser l'interdit, en fait. Transgresser tout l'ordre moral établi. Chez mon grand-père, il y avait un côté rébellion toute sa vie avec son père. Ils ne se sont jamais réconciliés, puisque mon arrière-grand-père est mort, mon grand-père ne l'avait pas revu. Il y avait ça, et dans le milieu marseillais, en fait, il rencontrait des gens qui étaient comme lui, parfois qui avaient une belle éducation, c'est-à-dire qui avaient des éducations bourgeoises, il ne faut pas croire. Enfin, lui, en tous les cas, les gens qui croisaient, c'était pas des paumés, c'était des gens qui avaient besoin de fric, qui avaient envie de fric, mais voilà, qui n'étaient pas passés par le bon chemin, mais des gens très intelligents. Et d'ailleurs, mon grand-père, les rares fois où il me parlait de ces moments où il avait passé en prison, etc., il me disait, mais tu sais, en prison, j'ai connu des gens qui étaient 10 fois plus intelligents que beaucoup de gens à l'extérieur. Et donc, à Marseille, il était complètement... il s'était laissé embrigader avec... voilà. Et jusqu'au jour où... Voilà. Et il se fait arrêter pour la première fois. Tout simplement, la fois où il se fait arrêter, bon, je pense qu'il est suivi, ça fait un petit moment, en fait, qu'on est en train de l'observer, etc. Et puis, à un moment donné, il est dans le milieu, il se fait arrêter dans un bar. Voilà, je pense qu'ils ont terminé un larcin, ils sont en train de se répartir les trucs, etc. Et puis tout à coup, voilà, t'as la police du coin qui arrive. Donc là, on est avant la libération, c'est 44. Et les mecs le menacent de l'envoyer dans une zone occupée, chez les Allemands, etc. Et lui, donc, arrive à, je ne sais pas comment, à soudoyer le commissaire, etc. Et donc à rester à Marseille. Parce que sinon, en fait, les voyous, les mecs un peu, ils les envoyaient en zone occupée. Et en zone occupée, ils les envoyaient directement dans des camps. Là, ça voudrait dire que je l'aurais plus jamais revu. Donc, en fait, il se fait enfermer quand même au Baumette, à Marseille. Il fait, 6 mois ferme. Et c'est là que ma grand-mère découvre le poteau rose. Donc, quand il est enfermé, voilà, elle vient le voir avec mon père. Mais mon père, il est tout petit, il a 3 ans. Et donc, elle décide de travailler. Donc, elle fait des ménages, elle fait des petits boulots.
Et elle devient boulangère. C'est elle qui fait vivre la marmite, quoi. Et lui, dès qu'il sort de prison, ça dure 6 mois, lui, je pense qu'il n'a pas la force de revenir, de se ranger, en fait. Et en prison, il retombe vers ses démons, il rencontre des gens, et puis c'est un milieu qui le fascine, qui lui plaît. Lui, le petit notable qui vient du fin fond des Cévennes, etc., tout à coup, il se retrouve dans le milieu marseillais, peut-être pas le gros milieu parce que voilà, mais bon, voilà. Et puis ma grand-mère, elle se retrouve enceinte. Là, on doit être en 45, c'est ça, 45-46. Et puis né en 47, mon oncle du frère de mon père. Et donc, une fois que mon oncle est né, là, il se retrouve à la tête de 2 enfants. Et pour lui, pour mon grand-père, il est hors de question de rebosser. Je pense que quand il a goûté à la prison, il n'a pas du tout envie d'y retourner, mais il s'est rendu compte que là-bas, en fait, il a fait des connexions avec des gens, et les gens lui ont fait miroiter qu'il pouvait gagner de l'argent assez facilement. S'il s'était fait prendre, c'est qu'il ne savait pas y faire et tout ça, et puis que là, en contactant un tel et un tel et un tel. Alors ma grand-mère, elle a très peur. Parce que là, pour le coup, c'était pas du tout prévu, ses plans de vie. Je pense qu'elle elle peut pas se séparer, parce qu'à l'époque, ça se fait pas. Mais elle se mute, elle se met dans une espèce de mutisme, elle se tait. Elle envoie mon père, à l'âge de 4 ans, chez sa mère, dans les Cévennes. Elle se sent pas capable d'élever 2 enfants en ayant un mari qui est jamais là le soir. Donc en fait, mon oncle, lui, reste avec elle, et mon père, pendant 4-5 ans, va vivre chez ses grands-parents. Ce qui fait que quand mon père revient chez ses parents, il a 10 ans. Il a un frère, c'est presque un inconnu en fait pour lui. Elle se sent, alors elle vient le voir de temps en temps, mais elle se sent bouleversée. Et encore une fois, c'était pas son projet de vie. Son projet de vie, c'était d'avoir une famille et de les élever, quoi. Et mon grand-père, lui, continue sa vie. Ils vivent bien, ils claquent de l'argent, tout ça. Ma grand-mère, elle est pétée de trouille. Mais je crois qu'il l'impressionne, et je pense que c'est ça, après réflexion, et puis vu le charisme qu'avait mon grand-père, je pense que voilà, il lui sert de mentor, en fait. Elle se dit, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Du moment que l'argent entre. Mais elle continue de bosser. Alors mon grand-père sort de 6 mois, en cumulé, on va dire que jusqu'à la fin de sa vie, il a dû faire 15 ans de prison, ce qui est énorme. Il est mort en quelle année ? Il est mort en 2001, et jusqu'en 2001, en tout, il a fait de 45 à 2001, il a fait 15 ans de prison. Alors, avec des moments plus courts que d'autres, je pense que la plus grosse peine qu'il ait faite, c'est 5 ans, parce que en fait, il est tombé avec d'autres personnes, et donc là, il y a eu un meurtre, mais il a été blanchi, on a montré qu'il avait rien à voir dans ce meurtre, heureusement, parce que je pense que sinon, il serait mort en prison. Mais sinon, après, c'était que des passages de 1 an, 2 ans. Mais pour lui, c'était rien, en fait. Parce qu'en fait, quand il était en prison, mon père me disait, il se refaisait une santé, il revoyait des personnes, il préparait la sortie. C'est sûr qu'ils sont dans une privation de liberté, mais en même temps, quand ils n'étaient pas inquiétés en prison parce qu'ils n'avaient pas violé, ils n'avaient pas tué, ou ils n'avaient pas été proxénètes, ou ils n'avaient pas fait de trucs de mœurs, eh bien, rien ne les inquiétait, et justement, ils se refaisaient une santé, quoi. Ça leur permettait de renouer, de voir un peu ce qu'ils pouvaient faire à droite, à gauche, et de voir quelles étaient les meilleures affaires qu'ils pouvaient mettre en place. Mon grand-père avait un surnom. Son surnom, c'était le professeur. Mon grand-père, fallait le voir, en fait. C'est quelqu'un qui avait la classe et qui était bourgeois et qui pouvait avoir des conversations, qui s'intéressaient à tout. Il s'intéressait à l'astronomie, il s'intéressait à plein de choses, quoi. Il avait une connaissance géopolitique, je pense, du monde. Il avait son avis, mais il avait en lui ce petit grain de folie qui faisait qu'il voulait pas vivre dans la société. Et donc, quand il est rentré en prison, c'était le professeur. Le professeur, parce que il apprenait à des personnes à écrire, et il leur faisait faire des lettres, il apprenait à des personnes à réfléchir, à parler de choses, et dès qu'il y avait quelque chose, c'était tiens, on va demander au professeur. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, on avait que des dictionnaires, tout le monde n'avait pas de dictionnaire et tout. Donc quelqu'un qui avait un minimum de culture, surtout dans ce milieu-là, puis en plus c'était quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup dans l'art, parce qu'il s'était spécialisé là-dedans. Il s'était spécialisé dans le vol des maisons de riches, quoi, dans lesquelles il y avait des tableaux, dans lesquels il y avait des bijoux, dans lesquels il y avait, des petites boîtes à bijoux, et il était capable de repérer une boîte de bijoux, mais toute petite,
qui valait, je sais pas moi, des centaines de milliers d'euros parce qu'en fait, elle venait de machin et qu'elle était super rare et tout ça. Alors que quelqu'un l'aurait laissé de côté. Donc il avait aussi une grande connaissance de l'art, en fait. Mon grand-père n'était pas quelqu'un de violent dans le sens où j'ai jamais entendu dire qu'il avait fait de la boxe, parce que autour de lui, c'était que des lutteurs, que des boxeurs, des catcheurs. Il traînait quand même avec des gens qui étaient pas très, des gens qui avaient un peu des gueules patibulaires. Voilà, moi, ma grand-mère, elle osait jamais en parler parce qu'elle avait tout le temps peur, mais mon père et mon oncle aussi me disaient, parfois on voyait arriver des mecs à la maison, waouh, ils étaient gentils avec nous, ils nous faisaient sauter sur les genoux, tout ça, mais je peux te dire que j'avais pas du tout envie, tu vois, avec des balaves, des nez cassés, des trucs. Bon voilà, c'était son truc, quoi. Mais lui, mon grand-père, j'ai jamais vu, sauf qu'il avait une autorité naturelle. À la maison, ça filait doux, quoi, en fait. À la maison, dès qu'il haussait le ton, dès qu'il y avait quelque chose... Moi, je l'ai entendu une fois se mettre vraiment en colère. Alors là, moi, j'étais petit, pour le coup. Et ma grand-mère s'évanouir. C'est-à-dire tomber raide comme un bâton. C'est-à-dire qu'il a piqué une crise. Je te dis ça, moi, je dois avoir 6 ans, tu vois. Je suis en vacances chez eux. Et mon grand-père qui balance une chaise à travers la baraque, quoi, tu vois. Il pique une crise, il balance une chaise, il se met à hurler, et ma grand-mère, boum. Et puis tout à coup, il est comme un con parce que ma grand-mère, elle est évanouie. Et c'est mon oncle qui vient et qui le calme. Je pense qu'il avait des excès de violence comme ça. Mais du côté de ma famille, on est un peu tous comme ça. Moi, je me suis calmé. Mais on est un peu soupolés. Moi, j'étais soupolé, maintenant plus du tout, heureusement. Apparemment, mon arrière-grand-père, c'est pareil. Mon grand-père, très soupolé, quoi. Il pouvait rentrer dans des colères folles d'un coup, comme ça. Et je sais que mon oncle et mon père, pareil. Alors, j'ai eu un rapport compliqué avec mon père, forcément. Donc, mon père, lui, je l'ai pas vu pendant plusieurs années, parce qu'il m'a pas élevé, etc. Donc, du coup, c'est ma mère qui a gardé le lien avec mes grands-parents. Et mes grands-parents, eux, ça les dérangeait pas. Au contraire, ils avaient envie de me voir. Du coup, j'allais très peu là-bas les voir. Mais quand j'y allais, c'était vraiment... Alors, déjà, tous les gens, ils m'envoyaient de l'argent, en fonction des prix conséquents ou pas conséquents, etc. Tous les ans, j'avais le droit à mon billet. Et puis, le lien que j'avais, un lien très, très fort avec mon grand-père. Quand j'ai commencé à grandir, il commençait à me raconter tout. Mais ce que je raconte là, c'est un peu mon père qui m'a raconté, mais c'est aussi beaucoup mon grand-père. Parce que mon grand-père il trouvait que j'étais bien élevé. Il trouvait que j'avais des valeurs. Il aimait beaucoup ma mère. Il trouvait que ma mère, c'était une femme qui avait de belles valeurs. Je sais pas, il devait s'y retrouver. Ma mère, elle vient pas forcément d'un milieu bourgeois, mais elle vient d'un milieu modeste, mais avec de la culture. Une classe sociale où on aime la musique, où on aime étudier, où on aime... voilà. Et ça, mon grand-père était très, très sensible au fait que mon père se soit marié avec une femme comme ça. Donc, du coup, il se projetait. Il aimait bien l'enfant que j'étais et l'adolescent que j'étais devenu. Et donc, parfois, il me racontait des choses. Alors, par exemple, quand quelqu'un te demande de te raccompagner, ne te fais jamais raccompagner. Et alors, pourquoi? Voilà, non mais c'est absurde, mais... Parce que lui, il me racontait que des trucs de parano, de voyous. Et il me disait, si tu te fais raccompagner, il faut vraiment que tu connaisses bien la personne. Il ne faut pas qu'il t'arrête dans un truc, qui te tire une balle dans la tête et puis qui te mette sous la chaux, quoi, en fait. C'est hallucinant, mais il y a des moments, il se perdait dans ces trucs et il oubliait qu'il parlait à un enfant de 15 ans, quoi. Et il parlait à un enfant de 15 ans de ce qu'il vivait en prison, du milieu corse qu'il connaissait, avec qui il avait eu des affinités, mais que, voilà, des gens qu'il avait vu disparaître et qui voulaient pas m'en parler parce que c'était trop terrible. Enfin, je veux dire, il a vécu quand même des choses, c'était pas évident. Alors moi, j'avais pas peur de mon grand-père, mais en revanche, est-ce qu'il inspirait la peur? Il inspirait le respect. C'était quelqu'un qui avait un regard très puissant, très perçant, et qui était droit, il était fluet, il était aussi grand que moi, 1m78, et très observateur. Il inspirait la confiance, quoi. Parce que on sait que c'était pas quelqu'un qui faisait du mal, mais c'était quelqu'un qui était très, très, très déterminé dans ce qu'il faisait. C'était devenu vraiment un professionnel du vol, hein. Alors, mes grands-parents ont vieilli, donc se sont rangés. À un moment donné, tu sais, c'est des vies de cavalcade, c'est des vies de patachon, c'est des vies... Puis je pense qu'il en avait... c'est la dernière fois qu'il avait fait 5 ans de prison. Et ma grand-mère a eu un cancer du sein.
Elle a failli mourir et là, il a dit stop, j'arrête parce que sinon, voilà, je vais la tuer, la pauvre, tu vois, elle va pas venir avec son cancer, etc., me voir encore en prison. Et... Puis il s'est rangé tout naturellement, 55, 60 ans. Et puis après, lui, il est décédé assez jeune, hein, il est décédé, il avait 80 ans. Mais ma grand-mère est morte avant lui. Mais alors, moi, le grand mystère, c'est que je savais pas de quoi il vivait, en fait. Parce qu'en fait, ils ont tout fait au black. Il avait pas de pension. Il avait rien du tout. Ma grand-mère, elle avait été boulangère, elle avait été, pendant la guerre, etc. Puis après, elle bossait, mais toute sa vie, c'est lui qui a ramené l'argent. Donc là, franchement, j'ai jamais su. Quand il est décédé, moi, j'ai touché aucun héritage. Je sais qu'il n'y avait pas d'héritage ni rien. Donc en fait, quand ils sont décédés, à part une maison qu'ils avaient à eux dans les Cévennes, dans le Vigan, parce qu'ils s'étaient retirés là-bas. Mais je pense comme toutes ces personnes-là, je pense qu'il avait... il devait avoir de l'argent planqué, il devait avoir des trucs comme ça. Pendant 40 ans de sa vie, ça a été un voyou, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, ça me fait du mal de dire ça parce que c'est mon grand-père, quoi. Mais quand je dis un voyou, pour moi, un voyou, c'est négatif, tu vois. C'est vraiment quelqu'un... tu trouves pas des voyous partout. Mais ça a été ça. C'était vraiment un voyou, quoi. Mon grand-père, dans sa vie marseillaise, il aimait recréer cette vie bourgeoise qu'il avait connue. C'est-à-dire qu'il avait interdit ma grand-mère de travailler et elle devait s'occuper de mon oncle. Et elle devait s'occuper des affaires, elle devait... Il tenait beaucoup à ce que mon oncle ait une éducation. J'ai quand même un oncle, alors malheureusement qui est décédé là, mais mon oncle a été quand même agrégé de chimie. Il a fait toute sa carrière en Afrique pendant 18 ans. Il a été prof à Yamoussoukro, directeur d'université à Yaoundé, au Cameroun et tout ça. C'était une tronche, quoi. Mais il a eu une éducation de folie. Il n'a pas eu trop d'emprise sur mon père, parce que mon père était un petit peu comme lui dans la rébellion, et puis mon père a vécu chez sa grand-mère. Mais du coup, il voulait que ma grand-mère s'occupe bien de son fils, et puis surtout qu'elle vive comme une bourgeoise. Donc il était dans les meilleurs quartiers de Marseille, ils avaient un appartement, c'était moulure, parquet, cheminée, avec les gros fauteuils, les beaux fauteuils et tout ça. Il rentrait chez lui, il était dans un univers bourgeois. Éducation, on manque de rien, on a de l'argent, on manque de rien, et on a des valeurs. Et à côté de ça, le soir, lui, il partait faire son truc, et puis il rentrait à 3h du matin. Voilà. Quand il rentrait, parce que parfois il rentrait pas. Il était en rébellion contre la bourgeoisie. C'est ça, non mais c'est un paradoxe, mais quand je le dis que l'être humain est paradoxal, complexe et ambigu, c'est là-dedans. C'est-à-dire dans ce paradoxe-là, c'est que on a une personne qui rejette, qui est insolent vis-à-vis de son père, donc mon grand-père insolent vis-à-vis de mon arrière-grand-père, qui est en rébellion. Mais il est en rébellion parce que mon arrière-grand-père l'a pas compris, l'a pas entendu, puis a voulu l'enfermer dans tu seras le directeur de l'usine, etc. T'as fait ta comptabilité, ce sera très bien, sans prendre en compte le besoin, le désir de son fils. Et sauf que mon grand-père n'était pas du tout là-dedans. Il voulait faire autre chose. Du coup, ma grand-mère était son pilier. C'est-à-dire que, comme les deux avaient 3 ans de différence, je pense que mon grand-père était le mentor d'Yvette. Mais elle, Yvette, elle était son pilier. Il avait énormément de mal de passer du temps sans elle. Ma grand-mère l'aimait, l'admirait et lui accordait beaucoup de circonstances atténuantes. Donc mon grand-père, il était comme un coq en pâte. C'est-à-dire que quand il avait terminé ses conneries, quand il rentrait à la maison, il avait son confort de bourgeois, quoi. Et ça, je l'ai compris je l'ai compris après leur mort, en fait. Je l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris quand il s'est laissé mourir. Parce qu'en fait, quand elle est morte, il est mort. Et en plus, c'était ma grand-mère, c'est quelqu'un qui l'a aimé toute sa vie. Et ils se sont aimés toute leur vie. Dans toutes ces histoires, mes grands-parents, malheureusement, je les ai pas vus beaucoup, moi, dans mon enfance. Je les ai eus au téléphone, j'ai dû les voir, 4-5 fois, quoi, 5 fois. Donc, j'ai pas la transmission. Mais en revanche, ils m'ont transmis des valeurs, c'est sûr, parce que ma mère était athée et eux étaient protestants. Et moi, je me suis toujours identifié à la religion protestante parce que je me suis fait baptiser protestant et j'ai baptisé tous mes enfants protestants. Donc on est tous protestants. Et le hasard fait que je me suis marié avec une femme qui est protestante. Donc déjà, il y a ce côté protestant qui m'ont transmis. Donc une culture de l'arbitraire, la responsabilisation individuelle. On rejette pas la faute sur l'autre, sans se flageller, mais bon, voilà.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, parfois je pense souvent à eux, je me dis, c'était des bourgeois, malgré tout. Alors, c'est pas que moi, j'aime spécialement la bourgeoisie, mais je m'en fous, elle m'a rien fait, voilà. Mais il y avait derrière une culture, une volonté toujours d'être voilà, dans le bien intellectuel, etc. Moi, mon grand-père, quand je pense à lui, c'est Monsieur Prof. C'est-à-dire qu'il m'envoyait toujours des documents. Il m'envoyait à la maison, tiens Olivier, est-ce que tu as lu ça? Tiens Olivier, est-ce que tu as pensé à ça? Regarde ce que j'ai vu. Et il m'envoyait des coupures de journaux, il m'envoyait des trucs. C'était mon prof, en fait, à distance. C'était assez touchant, quoi, en fait. Hein. Le goût d'apprendre. Ça, c'est sûr et certain. Puis voilà, et puis alors bien sûr, le sport. Enfin, le sport, quand je dis le sport, parce que je parlais tout à l'heure qu'il faisait beaucoup de vélo, il faisait beaucoup, mais même après, moi, quand j'allais en vacances, j'avais 15 ans chez eux, on faisait du vélo tout le temps. Et dans les Cévennes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et tu fais du vélo, et t'as ton grand-père qui a, je sais pas moi, 60 balais, 65 balais, et qui monte et qui descend plus vite que toi. Et puis t'as ta grand-mère qui fait pareil, qui se met en danseuse, et puis tu vois les mollets, ils ont des super mollets, ils ont des super trucs. Et puis c'était le soir, on va pas se coucher sans aller se faire une randonnée, une balade d'1 heure au clair de lune. La journée, tu commences pas ta journée sans aller te faire un tour. C'était des gens dynamiques. Donc je pense qu'ils m'ont apporté ça, du dynamisme, quoi. Moi, je fais beaucoup de... Non, mais c'est con parce que je fais beaucoup de rando, ma mère n'était pas du tout sportive, je fais beaucoup de sport, ma mère n'était pas du tout sportive. Mais tout ça, c'est ce que mes grands-parents m'ont inculqué, en fait. Alors, moi, en tant qu'homme, toutes ces histoires-là, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté? Alors, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase... Voilà, assez machiste, masculin. Moi, j'ai fait quand même beaucoup de boxe. Hein. J'ai fait 20 ans de boxe française. Donc, j'ai été quand même 3 fois champion de France, en universitaire. Puis, je me souviens très bien, secrètement, j'avais dû le dire à des copains, des copines. Ouais, mon grand-père, il a fait la prison, machin et tout. Ça, c'était quelque chose qui me... Voilà, bon, je sais pas pourquoi, c'était quelque chose que j'avais, voilà. Et puis après, moi, en tant qu'homme, très très vite, je pense que j'ai été rattrapé par des valeurs, de la culture, une morale. C'est que très vite, je me suis mis à faire une analyse, une psychothérapie qui s'est transformée en analyse. Quand je dis très vite, c'est à l'âge de 33 ans. Donc là, à partir de là, j'ai déconstruit tout le côté machiste, j'ai déconstruit tout le côté il faut être fort dans la vie, il faut être, tu vois, etc. Tout ça s'est déconstruit, quoi. Alors, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que moi, j'ai 17 ans, je perds ma mère. Voilà, je me retrouve seul, etc. Mes grands-parents le savent pas et l'apprennent 2 ans plus tard. Bon bref, c'est une histoire un peu chaotique, mais ils en parlent à mon père, que je voyais plus. Et donc mon père, j'ai 20 ans, il reprend contact avec moi. Comment ça, Olivier? Voilà. Donc pendant ces 3 ans-là, de 17 à 20 ans, c'est vrai que moi, mon angoisse, c'était de tomber, quoi, en fait. C'était de me dire, putain, je suis seul. Alors bon, voilà, heureusement, j'avais les services sociaux qui me tenaient le coup parce que fallait... Du coup, j'ai pu passer mon bac, j'ai pu faire mes études, en fait. Hein. Mais je pensais toujours, si jamais y a un truc qui marche pas, je ferai comme mon grand-père. C'est facile. Pourquoi lui a réussi, pourquoi moi je réussirais pas Et en même temps, il y avait une petite voix intérieure qui me disait non mais attends, c'est pas ton univers, c'est pas ton truc. Tu te rends compte la violence dans laquelle tu vas rentrer. Et donc j'avais toujours une espèce d'échappatoire, mais en même temps j'avais une frousse terrible de me dire c'est pas possible. Je peux pas terminer ma vie. Je peux pas faire comme lui, quoi. Voilà, je me sentais pas du tout l'éducation, enfin le background, quoi. Ça s'invente pas, en fait. Alors, en tant qu'homme, ça, c'est une chose qui me faisait peur, qui me faisait terriblement peur, c'était de me retrouver enfermé. Mais en même temps, comme je te dis, j'avais une petite voix parce que comme dans le contexte où j'étais, je me disais, si jamais je réussis pas, il y a toujours cette voix-là, mais en même temps, je voulais pas y aller. Encore une fois, c'est le paradoxe. Tu sais que tu peux, mais t'as pas du tout envie d'y aller, quoi. Tu vois. Ma mère, donc elle rencontre mon père en sortir d'Algérie. Mon père fait 28 mois d'Algérie, c'est un casse-cou, machin, etc. Bon, voilà, ils se marient, ils ont moi.
Mais très vite, ça tourne vinaigre. Lui, il n'est pas du tout prêt à avoir un enfant et il se barre. Et ma mère, pendant toute mon enfance, elle a eu 3 amants. Donc elle a eu mon père, mais elle a eu 2 autres amants. Et les 2 autres amants, le hasard a fait que c'était des voyous. C'était un Michel. Bon, elle l'a eu pendant 3 ans à peu près, et il sortait de prison, il est reparti en prison, voilà. Et puis un autre, alors, Dominique, qui pendant 6 ans a été carrément mon beau-père, à la période où on se construit le plus, quoi, de 9 ans à 15 ans. Et alors lui, il a carrément plongé, puisqu'après il a fait 10 ans, etc. Donc, puis alors pour des trucs beaucoup plus violents, lui. Moi, dans ma jeunesse, j'étais entouré de gens qui étaient super sympas avec moi, attention, hein, voilà, mais entouré de voyous. Et donc, moi, j'avais l'impression que pour lui plaire, il fallait que je sois un caïd. Quand elle avait son cancer, je lui disais, t'inquiète, maman, je vais te défendre. C'est là que j'ai commencé à faire de la boxe. Voilà, moi, bref, j'avais des propos. Ma mère me disait, oh, tu te calmes. Et du coup, bon, voilà, quand elle est morte, c'est vrai que mon côté masculin était parti. Je me suis dit, maintenant, je vais défendre qui ? Je vais plus défendre ma mère, je vais me défendre moi-même. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un côté en moi qui était assez macho, quoi, assez machiste. Donc voilà, j'avais mon grand-père qui était un modèle, un ancien tôlard, etc. Et puis dans l'imaginaire enfantin, c'est quand même costaud, c'est lourd, quoi. Enfin, même si à l'école, parfois, moi, ça me faisait, j'arrivais, ouais, mon grand-père, machin, il connaît les Corses, et tout ça, tu vois. Il y avait un côté. Puis bon, quand t'es en 6e, 5e, ah ouais, Olivier, attention. Je dis, non mais tu vois, il y a un côté comme ça. Mais à côté de ça, j'avais mon beau-père, c'était pareil, alors qu'il se connaissait pas, hein. Et moi, je me disais, ma place, elle est forcément là-dedans, quoi. Dans ma vie, j'ai rencontré très peu de femmes, mais les peu de femmes que j'ai rencontrées, enfin surtout une, donc qui était la mère de mes enfants, m'a fait découvrir, m'a révélé que j'étais pas un macho, que j'étais pas un connard, que j'étais pas un mec, que j'étais pas ma place, en fait. Que c'était pas du tout moi. Puis je faisais beaucoup de théâtre aussi, et le théâtre m'a énormément aidé à travailler ma féminité, à accepter ma féminité, à accepter ma douceur, à accepter tout ça. Qu'un mec, c'est pas là que pour taper. Mais c'était compliqué. Mes démons me rattrapaient. Mon grand-père, mon père et mon oncle étaient des personnes très colériques. Forcément, les chiens ne font pas des chats. Moi, j'ai été une personne très colérique. Très colérique, c'est-à-dire que ça pouvait... je pouvais disjoncter dans la rue si jamais il y a un truc qui me plaisait pas. À la maison, c'était pareil. Ça, c'est pas des choses dont je suis fier du tout, tu vois. Et mes fils arrivent. Donc mon premier fils, il est né, j'avais 25 ans. À 33 ans, j'avais déjà 4 garçons. Pour moi, les garçons, il fallait que je leur donne des valeurs de mec, quoi. Je me retrouve à devoir batailler entre qui je suis en tant qu'homme, qui je suis en tant que mari et qui je suis en tant que papa, quoi, tu vois. Et tout ça, ça se mélange. Forcément, ça crée des distorsions en moi, ça crée, voilà. Il y a des moments, je pète un câble, quoi. Je pète un câble même chez moi. À un moment donné, ça suffit. Tu vois. Tu te dis, déjà, je vais pas pouvoir parce que je vais pas leur massacrer leur jeunesse. En plus, moi, j'étais très proche des enfants puisque j'avais été directeur de colo. Je donnais beaucoup de cours de théâtre dans les écoles. Bon, voilà, j'étais beaucoup dans la transmission avec les enfants. Je pouvais pas à la fois être complètement comme ça avec des enfants et puis rentrer chez moi et péter des câbles et tout ça. À un moment donné, donc leur mère me dit, écoute Olivier, attends, faut que tu ailles consulter, faut que tu ailles voir, quoi, c'est plus possible et tout. Ça m'a jamais traversé l'esprit, j'ai jamais eu envie de tuer mes enfants. Mais dans un excès de colère, j'avais peur d'un moment donné d'en choper un, j'habitais au 8e étage, et de le balancer par la fenêtre, quoi, tu vois. Ces excès de colère et de violence faisaient de moi quelqu'un d'incontrôlable. Hein. Si bien qu'un jour, j'ai mon fils, mon 2e, Léonard, et je pense qu'avec lui, aujourd'hui, on s'entend super bien, on est super proches, mais à l'époque, on s'est pris la tête pendant toute son enfance. Il ressemblait beaucoup à mon grand-père, d'ailleurs. Mais lui, un jour, il avait 6 ans, il est venu avec un couteau à la main dans la chambre. Il m'a dit, je te fais peur, hein, je te fais peur. Hein. Et alors, hein, si jamais je t'attaque avec le couteau, qu'est-ce que tu fais ? Et là, j'ai eu très peur. Mais c'est parce qu'en fait, il devait sentir en fait la violence que j'avais besoin d'exulter, quoi. Et puis c'est comme ça qu'après, à partir d'un moment, j'ai fait une psychothérapie. À l'âge de 33 ans, je rentre en psychothérapie. Bon, voilà, forcément, une psychothérapie, c'est tu sais pourquoi tu y rentres, tu ne sais pas quand tu vas en sortir. Tu y rentres parce que t'es pas bien, en fait, dans ton esprit, dans ta tête, tout ça. T'es pas bien au fond de toi, dans ton cœur, tu pleures. Enfin, moi, c'était ça. Chaque séance, j'y allais en courant parce que j'avais besoin de parler.
Alors pourquoi elle m'a permis de sortir la violence ? Tout simplement parce que je l'ai exprimé, parce que je l'ai verbalisé, parce que j'ai mis des mots dessus. Ce qui était aussi paradoxal, c'est que j'avais pas le langage. J'avais très peu de langage, en fait. Je pensais que j'avais du langage, mais j'avais très peu. Quand je vois les jeunes, certains jeunes, encore aujourd'hui, qui arrivent à poser, parce qu'on en parle beaucoup plus, des mots sur leurs sentiments, ou qui arrivent à émettre des opinions, etc. Moi, je me laissais très, très vite déborder par quelqu'un qui avait une opinion différente que la mienne. J'étais pourtant pas du tout un taiseux, parce que je faisais du théâtre, j'ai fait de la radio, j'ai fait 3 ans de radio, j'avais une émission de radio. C'était pas quelque chose qui me... Mais j'avais pas, dans les rapports humains, j'avais beaucoup de maladresse. Et j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait mettre sur les mots. Et la psychothérapie m'a remis tout dans l'ordre. Elle m'a permis de concevoir les mots, de mettre des mots de poser sur des émotions, sur des souvenirs, sur des... Voilà. Et à partir de là, la psychothérapie, c'est une pelote de laine. Hein. Tu l'as des plots, et puis hop, tu as un fil qui suit, et puis le fil, il se déroule. Mais au bout d'un moment, c'est infini, en fait. Hein. Le fil, il se déroule tout le temps. Il a fallu que je change de psychothérapeute pour qu'après, je travaille plus sur mon côté paternel. Qu'est-ce que c'est que d'être un père, en fait ? La première, c'était pourquoi je suis comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'explose ? Qu'est-ce qui fait que je craque ? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien dans ma peau, dans ma tête, dans ma vie ? Donc forcément, la psychothérapie, elle te réconcilie, en fait. Moi, je me dis, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'était de faire ma thérapie. Mais en tous les cas, à mes fils, je leur transmets que être un homme, c'est pas ce que la société veut que tu sois, tu vois. Être un homme, c'est accepter tout ce que la société t'empêche d'être quand tu es un homme. C'est-à-dire que quand tu es un homme, on te dit ne pleure pas, sois fort. Et puis on te dit la douceur, c'est pas fait pour les hommes. La musique classique, les trucs, tu vois. Voilà, ça. C'est la société, ça. Et je pense que moi, la masculinité, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on t'interdit, tout ce que la société t'interdit d'être en tant qu'homme, et que tu ne le rejettes pas, tu vois. Et que tu l'acceptes. Voilà, c'est ça, être un homme. Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser 2 questions rituelles, 2 questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle « Passé recomposé », je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes ? Tout ce que je raconte là, c'est vrai. J'ai rien à cacher parce qu'encore une fois, voilà. Après, le truc, c'est que c'est vrai que moi, mes grands-parents, je les ai vus 4 fois dans ma vie. J'ai entendu parler d'eux, etc. C'était pas des grands-parents. Ma grand-mère, elle m'a jamais fait un gâteau de semoule, quoi, par exemple. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'étais chez eux, c'était de la salade, on mangeait un steak, mais c'était pas mamie gâteau, c'était pas... Voilà. Je pense qu'elle devait certainement faire bien la cuisine, mais j'ai aucun souvenir de cuisine. Si, cuisine à l'huile d'olive, parce qu'il cuisinait beaucoup à l'huile d'olive. Donc, oui, alors moi, j'ai tout dit. J'ai rien à cacher parce que je suis à l'aise dans mes baskets, je suis clean. Et puis, je trouve que c'est intéressant de témoigner ce parcours-là. C'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, putain, j'aimerais bien recreuser sur les années de mon grand-père. Parce que, en fait, quand on s'en est parlé, j'ai pas pensé... moi, j'y pense plus, lui. Enfin, j'y pense pas vraiment. Enfin, c'est... De temps en temps, j'ai la photo de sa mère, mon arrière-grand-mère avec moi, je suis tout petit, donc j'ai forcément la famille dans la tête. Mais Hubert, à part que j'ai son prénom, puisque je m'appelle Olivier Hubert, et le prénom de mon autre grand-père, mais c'est tout. Donc, du coup, je me suis dit, mais en me replongeant dans le souvenir de ce que m'avait dit mon père, ce que mon grand-père m'a dit, ce que ma grand-mère, voilà, ça, et puis ce que ma mère aussi, parce que ma mère, parfois, elle en parle. Je me suis dit, putain, mais en fait... ouais, ça vaudrait le coup d'aller fouiller encore, tu vois. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose ? Je pense que je donnerais peut-être plus de courage à ma grand-mère, parce que je pense que ma grand-mère a énormément souffert de cette situation. C'était pas du tout la vie qu'elle aurait rêvée.
Et je pense elle l'a subi plutôt qu'autre chose. Et je pense que peut-être donner à mon grand-père la possibilité de se calmer, de dire écoute, voilà, t'es en conflit avec ton père, t'es en conflit avec le milieu dans lequel tu viens, mais c'est pas pour autant que tu dois en faire porter la responsabilité à tes enfants, à ta femme, éventuellement, tu vois, à ta descendance, etc., quoi. Merci à Olivier pour ce témoignage. Et sur la thématique de la violence dans nos familles, en particulier masculine, il y aurait encore beaucoup à dire et à explorer. Nous approchons de la fin de la saison 2. Les derniers épisodes vont se recentrer sur mes ancêtres. Et la réflexion pour la saison 3 est déjà bien engagée. Merci à vous, auditrices, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passé Recomposé via le Tipeee. Chaque euro peut aider d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.